On ne peut pas s'interroger sur la question du tianxia en Chine, de la mondialité, sans repenser à la question du cosmopolitisme telle qu'elle a été posée ailleurs dans le monde, et non pas essentiellement ou seulement en Chine, mais aussi en Grèce ancienne, à Rome, comme une question éthique. Et je me permettrai de citer en passant le travail d'Anne Baudard, notamment son article Individualisme et cosmopolitisme, paru dans la revue de métaphysique et de morale au numéro 61 en 2009. Elle remarque que ce cosmopolitisme est une question éthique à laquelle les philosophes ont répondu par des attitudes très variées qui vont de l'individualisme apolitique, comme chez Diogène de Sinope, à la responsabilité politique absolue, je dirais, totale, d'un Marc Aurèle, en passant par toutes les postures d'Aristippe de Cyrène ou d'Épictète. Évidemment, sur ce point, Zhao Tingyang cite assez unilatéralement des philosophes politiques engagés ou impliqués, comme Confucius ou Mozi, des philosophes chinois, bien sûr. Je le cite, en suivant les normes éthiques du tianxia, du cosmopolitisme à la chinoise, donc de la mondialité, eh bien, dit Zhao Tingyang, le tianxia, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sous le ciel, sera bien gouverné. Fin de citation, page 218 du Tianxia, de l'essai sur le Tianxia de Zhao Tingyang. En Chine, pourtant, la contemplation de l'ordre du monde a permis de déduire des doctrines éthiques diamétralement opposées à celles du confucianisme. On peut citer par exemple le taoïsme de Yang Zhu, que Zhao Tingyang ni Xi Jinping ne citent jamais. Yang Zhu fait l'hypothèse d'une voie universelle qui prend la forme d'une farce cosmique, et il invite donc plutôt à une forme d'individualisme souvent qualifié d'hédoniste, d'anomique ou d'apolitique. Mais pour Zhao Tingyang, tout se passe comme si la blessure des liens humains et des liens entre l'homme et la nature était à la fois une offense à l'humanité de l'homme et à l'essence du monde, une blessure à laquelle nous ne pourrions rester indifférents. À la différence du cosmopolitisme individualiste de Yang Zhu ou de Diogène de Sinope en Grèce, ou du mondialisme supranational ou dénationalisé de la superclasse mondiale. Sur ce point, évidemment, je vous renvoie à Michel Geoffroy, La superclasse mondiale contre les peuples, paru chez Via Romana en 2018. Eh bien, le cosmopolitisme nationaliste de Zhao Tingyang tire de l'observation du monde la conviction que ce monde appelle au devoir de contribuer à son accomplissement, au devoir de créer le tianxia, comme le dit Zhao Tingyang en citant le Guangzi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'en parachever l'intention germinale. Cette intention n'était pas d'anéantir la nation, de supprimer les frontières et d'abolir ou de nier les différences en tant qu'antagonistes, mais de se relier dans la différence, de se relier avec ces différences, c'est-à-dire de faire des différences en tant que complémentarité, le ciment même de la reliance. Tout le contraire du projet otanien, tout le contraire du projet américain, de l'hégémonisme américain pour le monde. Si, dans la tradition philosophique invoquée par Zhao Tingyang, pour renouveler les temps présents, il peut être question de penser le monde comme entité politique, c'est-à-dire comme une communauté universelle, capable de dépasser les particularismes nationaux qui pèsent dans les institutions internationales actuelles, c'est aussi parce que, je le cite, entre les quatre mers, tous les hommes sont frères, selon la formule reprise aux entretiens de Confucius, paragraphe 5 du chapitre 12. Ce n'est pas seulement la pensée des Zhou, mais également Confucius, qui sert donc ici de ressource argumentative, anti-mondialiste, faut-il le dire.
Que ce soit accessoirement Confucius, c'est-à-dire un Chinois, qui ait formulé ce principe, ne change rien au fait qu'il concerne tous les hommes, même si on peut bien, sur ce point, craindre que cette paternité ne soit le prétexte d'affirmer pour la Chine une légitimité supérieure à redéfinir, à redessiner les normes mondiales. Toutefois, nous avons noté qu'on ne trouve jamais l'idée, ni même l'allusion, chez Xi Jinping, ni chez Zhao Qingyang. Quand il convoque Confucius, nous ne trouvons jamais l'idée d'un privilège moral qui conférerait à la Chine cette légitimité supérieure que le reste du monde craint de voir la Chine s'attribuer, légitimité supérieure à gouverner le monde selon ses propres valeurs. Le concept de Tianxia, auquel celui de bienveillance confucéenne donne un sens superlatif, ne permet d'affirmer qu'un devoir de responsabilité. Fuzi, comme on dit en chinois, et c'est une responsabilité qu'invoque Xi Jinping lorsqu'il souligne les efforts que la Chine doit faire pour fournir, je le cite, fournir un soutien puissant à la gouvernance mondiale. Voyez par exemple dans le discours « Améliorer notre capacité de participer à la gouvernance mondiale », discours du 27 septembre 2016, page 564 du deuxième tome de la gouvernance de la Chine. Il faudra répondre de toute rupture de lien et la soigner comme une déchirure essentielle. Voilà quel est fondamentalement le projet philosophico-politique de la Chine. Et on se souvient d'ailleurs qu'en chinois, le terme « zhi » qu'on trouve dans les 3 tomes qui rassemblent les discours de Xi Jinping signifie gouverner et soigner en même temps. Tan zhi guo li zhen comporte le terme chinois zhi qui possède à la fois un sens politique et médical, conformément d'ailleurs à une polysémie, à un double sens du terme qu'on repérait déjà dans le Dao de Jing de Lao Tzu. Dans l'expression Tianxia qui désigne le monde, Tien désigne le ciel. Ce ciel est un terme plurivoque au sens météorologique, bien sûr, mais aussi dans un sens métaphysique ou théologique. Au sens météorologique, il désigne bien l'espace qui se trouve au-dessus de notre tête, mais la triade Tian-Ti-Zhen, le ciel, la terre et l'homme, poncif de la tradition philosophique chinoise, renvoie aussi à la distinction métaphysique du visible et de l'invisible et de l'imperceptible. Le ciel ne désigne pas un au-delà inaccessible et transcendant, mais le fond indifférencié de l'être, un principe d'immanence qui est l'orient commun de toutes les existences, de tous les existants. Il est l'énergie originelle, le Hunyuan, comme disent aussi les taoïstes. Hunyuan dont ils sont pétris, invisibles à l'œil nu, certes, nous n'en voyons que les modifications les plus grossières au stade de leur manifestation matérielle, subtils mais non abstraits, ni simplement principes théoriques, ni cachés dans un au-delà inaccessible. Le ciel est ce qui est là, partout diffus, omniprésent, se densifiant et se diluant, s'immobilisant et se volatilisant, toujours en procès, se transformant sans fin. Ce n'est pas une simple idée de la raison, au sens kantien de l'idée de monde, telle que la raison en exige le concept dans la critique de la raison pure, mais une énergie réelle, sensible, qui peut être perceptible phénoménologiquement sur le mode d'une certaine résonance. On peut entrer en résonance avec elle. En chinois, c'est le terme ganyin, on en a déjà parlé, et dont le fil tisse la trame commune de toutes les existences. Ainsi que le dit notamment le Huainanzi, le classique auquel je vous renvoie et que vous pouvez lire désormais en français dans la très bonne traduction de Rémi Mathieu et Leblanc.
À la lumière de ces hypothèses de lecture, l'opposition de la Chine, qui ne cesse de proclamer sa profession de foi pacifiste, qui ne cesse de proclamer son pacifisme, aux États-Unis, qui développent de leur côté ce complexe militaro-industriel qui leur permet de diffuser, déployer massivement leurs forces armées sur toute la surface du globe, cette opposition prend un sens politique pour l'avenir des relations internationales, et cela ne doit pas nous échapper, c'est ce qui doit fondamentalement être compris. Xi Jinping ne cesse de répéter dans ses discours à l'ONU, à Davos, etc., que la politique internationale ne doit plus être un jeu de domination, un jeu à somme nulle, une lutte pour l'exercice du pouvoir, mais une quête de la puissance collective, à l'échelle universelle, sans exclusive, au-delà de tous les intérêts nationaux particuliers, ce qui doit nuancer la caractérisation largement répandue, mais très unilatérale, d'un socialisme à la chinoise comme expression d'un nationalisme agressif. Je le rappelle, il y a plus de 700, presque 800, entre 700 et 800 bases militaires américaines dans le monde. Or, à ce jour, il n'y a qu'une seule base militaire chinoise hors des frontières chinoises. Elle est à Djibouti. Donc, vous voyez que le rapport au pacifisme est tout à fait différent pour les deux pays. Tandis que l'hégémonisme américain, en l'occurrence, se propose d'exclure et d'anéantir l'altérité, le projet totalisant du socialisme aspire au contraire à convertir l'ennemi en ami, à l'inclure et à l'exalter. Il s'agit, comme le dit Zhao Tingyang, de faire de tous ses ennemis des amis. Je cite Zhao Tingyang, toujours dans son essai sur le Tianxia. Contrairement à ce que Sébastien Weg, par exemple, croit pouvoir dire de la doctrine du Parti communiste chinois, en lui imputant des intentions, en la soupçonnant peut-être, mais sur la base d'aucun document réel. Dénonçant une adhésion implicite aux thèses de Carl Schmitt, que mon analyse contredit. Comme je l'ai expliqué, c'est Jiang Shegong et non pas Xi Jinping qui se réfère à Carl Schmitt. Bien, on pourrait aller voir aussi du côté d'autres philosophes chinois, d'autres universitaires, ce qu'il en est de ce cosmopolitisme, mais c'est tout pour aujourd'hui. On parlera de Cheng Yun dès la prochaine fois, et je vous donne rendez-vous pour poursuivre l'analyse de cet universalisme à la chinoise, de ce nouveau cosmopolitisme, mais qui, comme vous le voyez, a des accents très anciens, qui renouvelle des concepts au fond très anciens et effectivement partagés par un très grand nombre de philosophes, aussi bien chinois qu'occidentaux. On en reparle. Je vous donne rendez-vous et je vous souhaite, en attendant, une belle journée à tous.